Alors, bonjour les petits jeunes, ou les moins jeunes. Eh bien ici je viens vous présenter mon dernier délire, qui est la Sugar Box Poorman Kiss Radio Frequency Generator. Bon, c'est un peu long comme nom, mais moi j'aime bien. Bah, faudra faire avec. Sugar Box, bah, parce que bah, c'est fait dans une boîte à sucre, hein, avec des jolis dessins par-dessus, c'est joli, voilà. Pour Man, bah parce que ça a été fait avec un tout petit budget, je sais pas, j'ai pas compté, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Kiss parce que j'ai fait au plus simple, comme d'habitude, et RF Generator, bah parce que c'est un générateur RF. De labo étant un grand nom, spécialement fait pour les radioamateurs qui bidouillent, donc ça va pas empêcher de dormir les ingénieurs de chez Hewlett Packard, et ça va pas changer le monde des générateurs RF. Mais il est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a deux, trois petites particularités quand même par rapport à ce qu'on peut trouver à droite, à gauche, en achat des budgets corrects pour des radioamateurs. Euh, je vais déjà vous présenter la façade. Ici, il y a un bouton qui permet de changer. Là, je vais commencer par là. Comme vous le voyez, j'ai utilisé un écran Nokia parce que je les aime bien et que j'aime bien les programmer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un DDS 9850 qui permet d'avoir une sinusoïde très pure, parfaite. Il y a un Arduino pour le contrôler. Il y a un petit préampli qui prend les signaux de l'Arduino, qui les amène à 50 ohms sur une première sortie, qui est ici. Et il y a encore deux, trois petites choses, on va en faire le tour. Au niveau de la façade, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un premier bouton qui permet de changer non pas les fréquences, mais les bandes. Parce que plutôt que de bidouiller un million de boutons pour choisir sa fréquence exacte, j'ai préféré passer d'une bande à l'autre en me centrant à peu près sur toutes les bandes radioamateurs. Donc il suffit de tourner ce petit bouton, et donc vous voyez ici, c'est marqué que l'on est en mode fixe, 1 en mode HF, fixe, et donc ici on est en 160 mètres. Si je tourne un petit peu ce bouton, tranquillement, hop, je vais passer en 80 mètres. Vous avez compris l'astuce. C'est-à-dire que je ne choisis pas la fréquence exacte, mais simplement je suis en 3 mégas 6, je suis à peu près au milieu de la bande 80 mètres, et donc pour régler un PA, un driver, un mixeur, bah, c'est bien suffisant. J'ai pas besoin d'être au Hertz près. Si je continue de tourner, vous avez compris, là je suis en 30 mètres, j'ai tourné un peu fort, mais là je me reviens aux 40 mètres, etc. Toutes les bandes amateurs vont y passer. Ici on a le 20 mètres, si je continue de tourner, je vais aller au 15 mètres, puis je m'en vais au... Ah, j'ai sauté, je reviens un peu en arrière, je vais être sur le 12 mètres, nous y sommes, puis je vais au 10 mètres, et j'ai même poussé le DDS dans ses retranchements pour sortir le 6 mètres, 51 MHz. Ça, c'est le saut de bande. Je vais revenir à une bande plus réduite, par exemple à 30 mètres, et l'autre bouton par-dessus, c'est le changement des modes. Le mode avec le bouton tout en bas, c'est ce qu'on appelle le mode, ce que j'appelle le mode fixe, c'est-à-dire la fréquence ne bouge pas. Quand je passe au deuxième mode, on va changer l'affichage. Voilà. Et là, on est en mode VHF, avec une fréquence de sortie de 135 MHz. Et je peux, ici, trouver le 145,5 MHz, c'est-à-dire quasi pile poil au milieu de la bande des 2 mètres. Résultat, je me retrouve avec un générateur capable de traiter du 160 mètres au 2 mètres en changeant les bandes d'un claquement de doigts. J'ai un troisième mode, qui est le mode sweep. Voilà. Ben là, qu'est-ce qu'il va faire?
il va passer tout seul par toutes les bandes radio-amateurs, y rester 3-4 secondes, et passer à la suivante. Voilà. L'intérêt, ça permet de faire en une manœuvre ultra rapide et quelques coups d'œil sur l'oscilloscope, de vérifier qu'il n'y a pas d'effondrement à partir d'une certaine fréquence dans un driver, par exemple. Au niveau des sorties, et ici, l'autre bouton rotatif, bah, c'est juste le niveau de sortie, hein, tout simplement. Tout simplement. Ici, j'ai aussi deux atténuateurs, un à moins 20 dB, un à moins 10 décibels, et j'ai la sortie RF qui est ici. En jouant sur les deux atténuateurs et sur le niveau de sortie qui est ici, j'ai une tension de sortie de 1 mV à environ 2 volts. C'est pas loin de 80 milliwatts, réglable sur cette sortie ici, sur donc toutes les bandes radioamateurs. J'ai ici un autre petit bouton, un voyant et une autre sortie, avec une charge qui est dessus. Ben, c'est simplement parce que j'ai ajouté un petit PA avec un transistor RF MOSFET. Les tout petits, là, les SMD, pas facile à souder, mais bon, on s'en est sorti. Et donc ici, quand je pousse la puissance maintenant, je me retrouve avec, sur la charge, entre 1 et 2 watts suivant la bande. 2 watts sur les bandes basses, et sur le 50 MHz, j'ai 1 watt, parce que le 2DS n'est pas très généreux, et donc ça tombe. Et là, si je touche la charge, et ben ça chauffe pas mal. Donc c'est intéressant, parce que je me retrouve avec une sortie haute puissance, entre guillemets, qui me permet d'aller injecter des signaux RF propres dans un driver ou dans un PA, sans ajouter des choses intermédiaires derrière un générateur RF. Ces puissances de sortie, on ne les trouve pas trop sur les générateurs RF abordables pour des radioamateurs. Il y a une autre petite, j'ai deux sorties séparées, une pour la HF, une pour l'UHF, la VHF, parce que ici j'ai un filtre et un étage supplémentaire, parce que ce qui sort du DDS, en fait, j'exploite les fonctions de repliement, de réplique et de fréquence image, qui sortent du 98-50, donc il y a un filtre et un ampli supplémentaire pour avoir un peu de niveau sur cette sortie. Surtout, il y a un filtre pour pas emboucaner le reste du système. Là-dessus, je donne un grand merci à mon copain Eric F4IEA, India Echo Alpha, qui m'a expliqué les finesses mathématiques de la génération de signaux sinusoïdaux par un DDS. Le même Eric 4IEA m'a beaucoup aidé il m'a remis le pied à l'étrier sur la programmation des microcontrôleurs, sachant que j'avais pas fait de programmation depuis 45 ans, ça ne nous rajeunit pas. Donc je suis passé directement de l'ultra basique sur un Commodore dans les années fin des années 70 au C pour microcontrôleur. Bon, je vais être honnête, j'en ai bien chié, mais c'est quand même amusant comme procédé. Dernier petit point de ce petit appareil, c'est qu'ici, cette BNC-là, c'est pas une sortie, mais une entrée. Parce que c'est bien joli mon histoire de commuter les bandes par ce bouton-là, mais si je veux une fréquence très précise, je peux pas le faire. Donc ici, c'est une entrée, je peux, tac, la choisir par ce bouton-là, et c'est ce qui va être injecté ici, qui va sortir à travers l'ampli et l'atténuateur, ici, ou sur l'ampli de puissance. On peut rentrer ici, par exemple, l'onde CW qui sort d'un nano VNA pour aller chercher n'importe quelle fréquence au Hertz près. Ça peut être pratique pour tester des filtres à quartz ou des choses un peu plus complexes. Voilà. Ben écoutez, j'ai fait le tour de mon petit délire. Moi, je reste convaincu que le plus important dans tout ça, c'est quand même largement l'esthétique, parce que là, quand même, vous avouerez qu'on est dans quelque chose d'extrêmement sérieux, très professionnel. Au niveau de la réalisation interne,
sachant qu'il y a peut-être des personnes âgées qui regardent, bah je vous le montre pas. Parce que c'est dans le plus pur style F4 IET, c'est-à-dire à l'arrache total, pas très professionnel, pas très propre. Donc je voudrais pas que des personnes cardiaques souffrent d'un choc un peu trop fort si je vous montre l'intérieur. Voilà, bah écoutez, je me suis bien amusé avec ce projet, qui est mine de rien un bon petit outil pour les bidouilleurs, pour les amateurs bidouilleurs. Ils n'ont pas besoin de plus. Allez, merci les gars, 73, bon QSO, et je coupe. Au revoir.